Bonjour. Alors, aujourd'hui, ça sera un petit peu une journée extraordinaire. Vendredi 13 oblige. Nous avons tout essayé. Mais, problème de connexion, ça marche pas. Nous ne sommes pas des professionnels. Donc, malheureusement, vous nous avez entreaperçu en direct. Donc, on va vous proposer d'autres rendez-vous de société, ce qu'on appelle en différé, mais tout aussi bon. Voilà. Donc, on recommence depuis le début ? Depuis le début. Ça a commencé là. Elle est où, Karine? Je l'appelle. Allô, Karine? Oui, ça a commencé. Tu es où? En réunion. En réunion. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour le 3e rendez-vous du secteur Société INSA Éducation. Nous sommes ravis de vous retrouver si nombreuses et si nombreuses encore aujourd'hui. Bonjour, tout d'abord un petit retour sur la forte mobilisation des collègues ce mardi 10 octobre lors des manifestations sur le pouvoir d'achat et la défense du service public. Nous vous rappelons que vous pouvez toujours signer notre pétition qui est en ligne carrière et rémunération. Alors aujourd'hui nous allons aborder le sujet, la question de la scolarisation des élèves allophones. Mais pour commencer, le récapitulatif en images de nos derniers articles en ligne consultables sur le site UNSA Éducation. Citoyenneté, solidarité, réaliser le droit au regroupement familial des réfugiés en Europe. Favoriser la mise en place de politiques de regroupement familial cohérentes, c'est l'objectif de ce document thématique que le Conseil de l'Europe vient de publier. L'UNSA Éducation accueille positivement ces recommandations. La fraternité et la solidarité ne doivent pas être seulement des mots. Société. Un bus contre l'éducation et l'égalité sillonne l'Île-de-France. L'UNSA Éducation réagit. Notre fédération défend une société humaniste ouverte et émancipatrice. Les mensonges, la haine ou les discours sexistes ou homophobes doivent être dénoncés. Égalité femmes-hommes. Quand l'écriture inclusive fait débat. Un manuel scolaire destiné aux élèves de CE2 a été rédigé avec une écriture inclusive. L'UNSA Éducation soutient cette initiative qui s'inscrit dans le combat que notre fédération mène pour l'égalité femmes-hommes. Cela passe par la diffusion d'outils permettant de lutter contre tous les stéréotypes de genre. Sexisme à l'école et si cela se jouait avant 10 ans. Une étude précise que les stéréotypes de genre seraient intériorisés avant 10 ans. Ils agiraient sur la santé de jeunes, surtout les filles, fragilisées par des croyances sexistes solidement ancrées. Pour l'UNSA Éducation, c'est dès l'école maternelle qu'il faut agir. 11 octobre, journée internationale des filles. Le 11 octobre a été choisi comme journée internationale des filles par l'ONU afin de mettre en lumière les difficultés qui persistent à la mise en place d'une réelle égalité filles-garçons. Cette année, le thème est Autonomisons les adolescentes avant, pendant et après les crises. Pour l'UNSA Éducation, la scolarisation des filles est un impératif si nous souhaitons un monde meilleur dans les années à venir. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, pour aujourd'hui ou pour demain? L'UNSA Éducation s'est associée à la semaine de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'occasion de mettre en lumière les initiatives et les projets en faveur de la parité au travail. On a tout à gagner à l'égalité femmes-hommes. L'OCDE a annoncé la publication future d'un rapport intitulé « Égalité femmes-hommes, un combat difficile ». Les progrès sont trop lents. Le rapport souligne l'intérêt social mais aussi économique de la lutte contre les inégalités entre les sexes. Alors, qu'attendons-nous ? Liberté, le secrétariat général de l'enseignement catholique veut encore plus d'argent. L'UNSA Éducation rappelle qu'il revendique que l'argent public soit réservé aux seuls enseignements publics. Amnesty International agit en faveur des syndicalistes iraniens emprisonnés. Camille Blanc, présidente d'Amnesty International France, a signé une lettre de plaidoyer en faveur des syndicalistes iraniens emprisonnés et victimes de répression depuis plusieurs années. L'UNSA Éducation soutient et soutiendra les syndicalistes victimes de répression. Cette discrimination syndicale ignorée mais bien réelle.
Dans la réalité, si le cadre juridique existant est en principe protecteur, il existe un écart important entre les textes et leur application. L'UNSA Éducation et l'UNSA ne cesseront de lutter contre toutes les discriminations, et notamment syndicales. Laïcité, fini le cours de religion au Luxembourg. Les Luxembourgeois nous démontrent que certaines réformes sont possibles quand le courage politique se conjugue avec la société telle qu'elle est aujourd'hui. L'UNSA Éducation ne peut que s'en féliciter. Bonjour, l'UNSA Éducation a dans ses mandats la lutte contre toutes les discriminations. L'accueil des enfants allophones, c'est-à-dire dont la langue maternelle n'est pas le français, en est une. Aujourd'hui, nous vous proposons 3 témoignages d'acteurs de terrain. Un principal de collège, un directeur d'école élémentaire et une assistante sociale. Tout d'abord, Antoine Tresgo, principal adjoint du collège André Chêne à Fleury-les-Aubrais, dans le Loiret. Bonjour Antoine Tresgo, donc tu es principal adjoint au collège André Chêne. Et tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté de répondre à notre question donc, sur la scolarisation des élèves allophones. Donc, dans ton établissement, vous accueillez donc, des élèves nouvellement arrivés en France. Et tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est une UP2A ? Alors, une UP2A, c'est une unité pédagogique pour élèves arrivant allophones. Alors comme ça n'a pas l'air très concret. Tout simplement, c'est un dispositif qui permet l'accueil et la scolarisation de jeunes qui arrivent de l'étranger et qui sont non francophones. D'accord. Et du coup, dans ton établissement, comment est-ce que sont scolarisés les élèves non francophones ? Est-ce qu'il y a un projet pédagogique particulier ? Comment est-ce que sont envoyer les élèves dans ton établissement et pas dans un autre ? Alors, dans un premier temps, les jeunes qui arrivent sont testés par les services d'orientation qui leur attribuent un niveau et notamment une classe cible en fonction de leur âge. Quand les jeunes sont affectés au collège, ils sont affectés dans une classe qu'on continue d'appeler classe d'accueil qui dure théoriquement 3 trimestres. Et qui est en fait un dispositif qui leur permet d'apprendre à devenir des collégiens francophones. L'objectif étant d'arriver à leur scolarisation en classe ordinaire le plus rapidement possible et généralement au bout d'1 an. Donc en fait concrètement c'est un dispositif où il y a des cours, essentiellement de français, de nombreux cours de français, mais aussi chez nous des cours de mathématiques, des cours de sciences, des cours d'histoire-géographie, et qui sont suivis par l'ensemble du groupe d'élèves allophones et s'y ajoutent des cours en inclusion. Alors chez nous, en éducation musicale, en arts plastiques, en EPS, où les jeunes sont placés avec des classes ordinaires de leur classe d'âge. Donc quand on a un jeune d'âge 6e, il a une partie de sa semaine avec la classe d'accueil où il fait essentiellement du français et quelques heures où il est inclus avec des jeunes d'une classe de 6e ordinaire. D'accord, très bien. Et souvent, en fait, on entend de la part des collègues que l'arrivée tout au long de l'année d'élèves non francophones peut être considérée comme une surcharge de travail. Est-ce que toi, tu réponds, qu'est-ce que tu réponds lorsque tu entends les mots surcharge, difficulté et contraintes qui reviennent régulièrement ? Moi, je répondrais accueil et service public. Très bien. C'est notre mission d'accueillir les jeunes. C'est la mission de l'école publique d'accueillir les jeunes et on doit les accueillir dans les meilleures conditions. Alors oui, ce sont des jeunes avec un profil particulier qui doivent être inclus dans les classes ordinaires. Mais l'inclusion, c'est quelque chose d'abord qui se développe, tous les types d'inclusion pour différents types de publics, et puis c'est quelque chose qui répond vraiment à notre mission. On est là pour accueillir ces jeunes et on doit le faire. Alors, ça n'empêche pas que réussir l'inclusion, ça demande des conditions préalables, ça demande des conditions positives. C'est-à-dire que quand on a des classes qui deviennent trop chargées, l'inclusion devient extrêmement compliquée. Et ça, il faut l'anticiper. C'est-à-dire se dire, on sait qu'on a de l'inclusion, on sait qu'on va avoir de l'inclusion, il faut, et on demande à ce que notre administration nous attribue les moyens qui permettent d'avoir des classes qui permettent de le faire correctement.
Eh bien, merci beaucoup Antoine d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on te Merci souhaite à toi. plein de choses pour la suite de l'année scolaire. À bientôt. Bientôt. Le deuxième intervenant maintenant est Philippe Allier, directeur d'école de 11 classes à Hyères dans le Var. Il a lui aussi une UPE2A, donc Philippe Allier. Bonjour Philippe Allier, tu es le directeur de l'école élémentaire Les Îles d'Or à Hyères dans le Var. Depuis la rentrée, ton établissement, qui dispose d'une UP2A, scolarise 5 enfants de migrants allophones. Comment, toi et ton équipe, faites-vous au quotidien ? Alors, concrètement, au quotidien, la première réaction, c'est d'être très stressé de la part des collègues, de se dire, mais comment je vais faire ? C'est pas possible. J'ai déjà mes 28 élèves, on me rajoute cet enfant qui ne parle pas la langue, je ne peux pas communiquer avec lui. Donc, il y a une phase assez anxiogène chez les collègues et peut-être aussi chez les enfants nouveaux arrivants. Et donc, face à cette phase de stress et de frustration, les collègues vont chercher des aides. La première aide, c'est notre maître UPE2A. Malheureusement, notre collègue a eu un souci de santé, il est toujours arrêté à ce jour, mais il avait quand même pu procéder, avant de tomber malade, au test des enfants, et on voit qu'on a des problématiques en fait très différentes selon les enfants. On a 2 enfants syriens qui ont fui la guerre, 2 enfants qui ne parlent pas français, qui ne parlent qu'arabe. Ces enfants-là ont fui la guerre en traversant la Méditerranée sur un Zodiac, donc ils ont vécu des choses assez traumatisantes. Arriver à l'école, pour eux, c'est un autre monde complet pour eux. La problématique est différente pour les 2 enfants albanais ou le petit marocain. Les 2 enfants albanais ont le même alphabet que nous, ils écrivent et ils lisent comme nous, ils avaient déjà été scolarisés. Donc eux, il n'y a que la barrière de la langue, dans un premier temps, qui est problématique. Et le petit marocain, en fait, a vécu en Italie. Et lui, c'est encore une problématique différente, puisqu'il parle arabe et italien, mais pas français. Et donc, il est déjà habitué à écrire de gauche à droite, à écrire avec l'alphabet international. Voilà, donc selon les enfants, c'est vrai que les problèmes sont différents. Mais par contre, la réaction des collègues, de dire, je ne peux pas, qu'est-ce que je vais faire, c'est la même pour tous. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au fil des jours, le stress diminue. Au fur et à mesure que les enfants s'adaptent, et ils sont extraordinaires, ils s'adaptent très très vite. Ils s'adaptent très très vite et dans le bonheur, avec de grands sourires, on les voit rigoler. Ils arrivent le matin avec un grand sourire, ils savent seulement dire bonjour, mais ils sont tout fiers de nous dire bonjour. Et puis, passer cette phase de prise de contact, il faut quand même rentrer dans les apprentissages. Et là aussi, c'est la nouvelle chose que les collègues apprennent, c'est qu'on ne va pas se mettre la pression. Il ne faut pas bousculer les choses. On va leur laisser le temps d'arriver. On imagine très bien que les petits Syriens, du jour au lendemain, on ne va pas les mettre face à des apprentissages comme ils pourraient y être exposés dans leur école d'origine. Donc l'important au début, c'est le bain de langage, on les rassure et petit à petit, ils vont rentrer ensuite dans les apprentissages. Alors on a quand même des outils qui nous ont été indiqués par le maître du PE2A et par le CASNAV, ce soit des logiciels, que ce soit des méthodes de lecture adaptées pour les enfants allophones. Donc ces outils sont quand même bien utiles, parce que quand on est en classe avec nos 28 élèves du CM1, et qu'on est en train de faire une dictée ou de faire une lecture de texte littéraire, c'est vraiment trop loin du petit Syrien qui est dans cette classe-là. Donc le fait de mettre devant un ordinateur avec un logiciel qui lui apprend le nom de certains objets, qui lui fait chercher des lettres, taper ensuite le mot sur l'ordinateur, ça permet à la fois d'inclure l'enfant dans des apprentissages dans la classe et puis en même temps de l'aider concrètement. Voilà. Alors, un des écueils qu'on avait vécu l'an dernier quand on a vu nos premiers enfants allophones, c'était de passer par un traducteur, un enfant qui faisait le traducteur. Et ça, on s'est rendu compte très vite que c'était contre-productif parce que du coup, l'enfant qui était allophone ne cherchait moins, en tout cas, à apprendre le français. Il disait, c'est pas grave, si je comprends pas, mon petit copain à côté va me traduire et il va m'aider. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un système qui fonctionne très bien. On l'a vécu l'an dernier, on le revit cette année. Passer la première étape de ce stress, de dire mais comment je vais faire, on se rend compte que notre école de la République, c'est une école vraiment inclusive et qui peut être fière de sa. Le troisième témoignage est celui de Tiffaine Junio, secrétaire générale du SNAZEN UNSA Éducation. Bonjour,
Tiffaine Junio, tu es secrétaire générale du SNASEN UNSA Éducation, le syndicat national des assistants de service social de l'éducation nationale, et tu as accepté de répondre à nos questions. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'accueil des élèves allophones nouvellement arrivés en France. Comment et quand interviennent les assistants sociaux dans le processus d'accueil des élèves allophones, Tiffaine? Donc, les assistants de service social interviennent dans les établissements scolaires, collèges et lycées en général, et donc effectivement sont au cœur de l'accompagnement de ces jeunes pour leur accueil. Donc, différentes situations, puisque différents statuts. Donc ça va de l'enfant mineur non accompagné, du majeur isolé, de l'enfant qui vit avec une famille qui est en demande d'asile, qui a été déboutée. Donc l'accompagnement diffère selon la situation. Donc dans les établissements, nous apportons une aide qui peut être une aide pour l'accès aux droits, une aide pour que les enfants bénéficient des meilleures conditions matérielles pour réussir leur scolarité, donc ça peut être aide pour les fonds sociaux, et également, surtout, puisque c'est des enfants parfois et souvent qui ont vécu des traumatismes, une aide d'écoute et de soutien par rapport à ces situations. Donc on travaille beaucoup avec des partenaires extérieurs, comme l'aide sociale à l'enfance, avec les associations, donc beaucoup de partenaires, et faire le lien avec l'extérieur pour que ces enfants puissent réussir. D'accord. Et aujourd'hui, on entend dans les déclarations de certains politiques le souhait de remettre en cause la loi concernant le droit aux enfants nouvellement arrivés en France d'être scolarisés. Que répondrais-tu, toi, sur les bénéfices à accueillir au sein des établissements scolaires ces enfants nouvellement arrivés en France, pour eux ou leurs familles, et les écoles qui les reçoivent? Tout d'abord, pour nous, il n'y a pas de débat, puisque pour les enfants, on se réfère au droit international des droits de l'enfant, et donc l'éducation est un droit. Donc pour nous, la scolarisation de ces jeunes est une évidence. Et est une évidence aussi pour eux, puisqu'effectivement, c'est très important de les scolariser au plus tôt possible dès leur arrivée en France. Puisque selon leur vécu, ils ont un passé avec l'école qui est plutôt différent. Certains n'ont jamais été scolarisés. Et donc, pour leur intégration, effectivement, c'est essentiel de pouvoir être scolarisés. Les bénéfices pour eux, ils nous le disent eux-mêmes, les enfants se battent effectivement pour pouvoir être scolarisés parce qu'ils vivent dans des situations parfois très difficiles, ils sont hébergés en hôtel, donc pour des conditions de scolarité très difficiles. Et eux, la richesse qu'ils y trouvent, c'est de pouvoir effectivement être au contact d'autres jeunes et de pouvoir faciliter leur intégration. Pour les autres, en termes de richesse culturelle, la mixité sociale est importante pour l'ensemble de la communauté scolaire et pour les enfants notamment. Donc nous, on y voit vraiment une richesse, et aussi pour eux, en termes d'intégration dans notre société, quelle que soit l'issue de leur devenir, puisqu'effectivement, c'est parfois incertain pour eux, et donc de pouvoir être au moins à leur place à un moment donné, ça permet effectivement de pouvoir, pour eux, se sentir à début d'intégration. Je te remercie beaucoup, Tiffaine, d'avoir répondu à nos questions, et à très bientôt. Au revoir, Tiffaine. Pour compléter notre thème de la semaine, nous vous avons proposé un petit quiz. Nous remercions tous ceux qui ont participé. Alors, première question. Un jeune étranger scolarisé dont la famille est sans papier peut-il s'inscrire à un examen? La réponse était oui, bien évidemment. Et s'il ne peut présenter une pièce d'identité, il devra néanmoins présenter un certificat de scolarité très récent et une photo certifiée conforme par le chef d'établissement d'origine. Deuxième question. Peut-on refuser d'inscrire un enfant dans un établissement scolaire si ses parents sont arrivés en France de manière irrégulière? Eh bien non, quel que soit l'âge. L'inscription dans un établissement scolaire n'est pas subordonnée à la présentation d'un titre de séjour. Et enfin, troisième question. CASNAV, CIO, ce sont bien des unités qui s'occupent de la scolarisation des élèves allophones. Rien à voir avec le ZOUK. Le CASNAV, c'est le Centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs. Et enfin, le CIO,
centre d'information et d'orientation. Voilà. Merci Christophe. Vous avez d'autres questions sur le sujet? Nous vous conseillons un très bon essai, voilà, dirigé par la géographe Hélène Thiollet, Migration 50 questions pour vous faire votre opinion, ainsi que 2 reportages graphiques qui viennent de paraître, La fissure et Borderline des frontières de la paix, qui évoquent la difficile arrivée des migrants en Europe. Vous pouvez d'ailleurs lire notre compte-rendu sur notre site internet à la rubrique Citoyenneté Solidarité. Eh bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous remercions. Ça a été un petit peu chaotique ce vendredi 13, mais n'oubliez pas pour autant de regarder jusqu'à la fin. Évidemment, le secteur société fait tout pour se faire remarquer. Eh bien, voilà, notre rendez-vous société est terminé pour aujourd'hui. Nous vous remercions de votre attention et rendez-vous le vendredi 10 novembre à la même heure. À très bientôt. Au revoir. Bon, tu crois qu'elle s'en sera rendue compte qu'on n'était pas là? Non, je pense pas. Non, on a bien fait. Combien de sucre dans ton café?